Bonjour Francis. Allô, Laurence! Alors, ça va bien? Ah, ça va bien, toi? Oui. Alors, les techniciens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Francis? Moi, j'aimerais ça parler des races. On va se faire canceller, ça va prendre Mais non, mais c'est parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup parler avec les gens parce qu'il y a tellement d'idées préconçues, il y a tellement vraiment de préjugés envers les races. Puis On va juste mettre le mot animaux, OK, quand tu parles, Ah pour le moment. oui, c'est ça, là. Mettons, là. On Des races parle de des chiens, et des races de voilà. chats. Pas des races d'humains. Non, je pense pas que ça existe vraiment, en fait. En tout cas, selon les critères de race de chien, je pense pas qu'il y ait des races d'humains. Ça marche pareil, en tout cas. Non. Y a-t-il des humains avec le poil long, le poil court, le poil de couleur? Oui, mais moi, je pense qu'on n'ira pas là. Des nez croisés. Donc, pourquoi tu veux parler des races chez les animaux, n'est-ce pas? Ben, tu sais, notre mission, c'est d'éduquer les gens, puis par cette éducation-là, par les informations qu'on donnerait, c'est d'améliorer la relation qu'ils ont avec leurs animaux. Ben, moi, je pense que si les gens connaissaient un petit peu mieux les races, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, ça leur permettrait, entre autres, de choisir mieux leurs animaux, que ça soit moins des adoptions impulsives ou des adoptions basées sur des croyances, et ils sont déçus ou surpris, malheureusement surpris de l'animal avec qui ils vont vivre pendant des années, puis peut-être éviter des abandons, genre. Oui, puis les soins qui sont relatifs à ça aussi, parce que, Ouais. tu sais, je crois que, tu sais, il y a beaucoup de mythes entourant certaines races. Mm-hmm. On va en parler, mais il y a aussi du vrai ou du peu connu qu'on devrait peut-être plus savoir avant de se dire, oh mon Dieu, j'ai envie d'avoir un Golden Retriever, puis de ne pas avoir prévu d'avoir des assurances, par exemple. Exact. Puis, ouais, c'est ça, pour le sujet médical, ça aussi, je pense, c'est une autre partie vraiment importante qu'il faut aborder quand on parle des races. C'est que, tu sais, on est technicien en santé animale, nous deux, puis nous, on voit des animaux malades. Puis des fois, on voit des animaux d'une certaine race qui reviennent toujours avec les mêmes maladies. Puis on le sait qu'ils ont cette maladie-là, mais on dirait que les gens qui arrivent avec leur animal ne savaient pas en tout que, je sais pas, que leur cavalier King Charles était pour faire du glaucome un jour dans sa vie, tu sais. Ou avec un problème cardiaque. Genre. Mm. Fait que c'est ça, il y a des affaires que j'aimerais ça que les gens le sachent pour que. Puis qu'ils sachent même comment ça fonctionne, comment ça a été créé une race, tu sais, pour qu'ils soient encore plus outillés pour faire des bons choix, qu'ils puissent, entre autres, choisir le bon éleveur. Genre. Parce que oui, ça existe des bons éleveurs, mais des fois, il y a des jours où est-ce que je suis à l'hôpital, puis je perds toute foi en l'humanité envers l'existence même de ces mystérieux bons éleveurs. Où sont-ils, ces bons éleveurs? J'aimerais ça les voir. Des fois, j'en ai comme 2, 3 que je vois, puis je fais comme, si tu n'existais pas, là, je ne croirais plus en l'humanité, mais c'est ça. Il y en a pas beaucoup, je trouve. Ben, écoute, moi, je pense que c'est intéressant de commencer pour l'histoire. Tu sais, comment on est arrivé aujourd'hui avec différentes races de chiens, mais différentes races de chats aussi. Ouais. Donc, tu sais, qu'est-ce qui a amené à avoir un chat roux, un chat noir, un chat tabby? Bien oui. OK, ben c'est super intéressant de voir comment ça a été créé. Je vais commencer avec le minou. Le minou? Puis il y a beaucoup de similitudes aussi avec le chien. Le chat. Le chat, c'est un animal qui a été domestiqué voilà, à peu près 9 à 12 000 ans, selon les ouvrages. Puis de la manière qu'il a été domestiqué, en fait, il faut comprendre, la domestication, ça part tout le temps avec une espèce qui est sauvage. Il y avait des chats, des félins sauvages. Tu sais, quand on entend des félins sauvages, souvent les gens ils imaginent des tigres, des lions, mais des savannas. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des petits félins qui existent. Donc, par exemple, les chats pêcheurs, qui sont vraiment des chats de grosseur du chat commun. Là, 15 livres, là, des petits mammifères, des petits prédateurs carnivores qui vivent dans la nature, puis qu'ils mangent des petites proies, des petits mammifères, des petits lézards, des petits oiseaux, puis des petits poissons dans le cas des chats pêcheurs, genre. Puis dans le coin de la Méditerranée, autour de la Libye, Syrie, Égypte, bien entendu, hein, il y avait une espèce de chat qui s'appelle
je connais son nom latin, c'est Felis sylvestris libica. Donc, libica qui vient de Libye. Okay. Et il y a 12 000 ans, il y avait les premières civilisations humaines qui ont commencé à se sédentariser et se bâtir. Donc, au lieu d'être nomades et se promener constamment, on a découvert l'agriculture, on a donc socialement décidé de s'établir sur une parcelle de terrain qui était quand même jolie, et on s'est établi là, on fait pousser des végétaux, des céréales, on les stocke dans des silos. Stocker toute cette nourriture-là, ça attire la vermine, des petites souris qui vont venir se nourrir des grains. Puis ben, ces souris-là, ben, ça attire leurs prédateurs, qui étaient les chats des Felis sylvestris libica. Puis là, c'est là qu'a commencé le processus de domestication. C'est sûr qu'il n'y a pas un humain qui a fait comme c'est donc bien pratique, ces petits animaux-là, puis là, boum, il y en a capturés. C'est cute! Il devait pas être super cute à flatter, en fait, dans ce temps-là. Non, en effet, c'est ça qui se passait. Ben, c'est des animaux sauvages. Pour même titre que les écureuils, les moufettes, les ratons laveurs au Québec, là, ils ne s'approchent pas tant que ça des humains, puis quand ils nous voient, ils font puis ils s'en vont. Ouais. Ben, les Felis sylvestris libica, ils n'avaient pas tendance à s'approcher des humains. Puis c'est là qu'il y a eu un fil qui s'est fait. L'évolution. Fait que, je vais donner des critères, puis là, faites un fast-forward dans votre tête de plusieurs centaines d'années. Là. De génération en génération, les individus libica qui étaient les plus téméraires, là, qui étaient plus game de s'approcher des civilisations humaines. Les moins farouches. Les moins farouches, ouais. Puis qui étaient game, puis qui trouvaient justement les souris, ben, il y avait des gros avantages à la survie. Ils étaient capables d'avoir plus de nourriture pour moins de danger. Ils survivaient plus. Fait qu'ils propageaient leur gène d'être plus téméraires puis d'avoir moins peur des humains. Et justement, fast-forward pendant des générations et des générations, et là, il y a eu vraiment une division génétique. Il y a les Felis sylvestris libica, puis ces nouveaux petits minous-là, Felis sylvestris domesticus, notre minou, Felis catus qu'on connaît bien, là. Chat. Le chat. Le chat. Puis eux, ils étaient capables de cohabiter très près des civilisations humaines et qui, un peu comme les pigeons, là, qui étaient rendus, c'est ma vie, c'est rendu ça, mon environnement. Mais ça va vite, là. On s'entend que des chats de génération, ça va pas mal rapidement. Ah ouais, t'as 1 an d'âge, puis t'es en première portée, puis 2 mois plus tard, les bébés sont nés. C'est assez rapide, merci. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que là, on a nos premiers chats domestiques. On n'a pas encore des races. Rendu là, les chats domestiques, c'est comme des écureuils. Il n'y a pas de race d'écureuils gris. C'est toutes des écureuils gris, sont toutes pareilles. En tout cas, sont toutes presque pareilles. Au même titre que des cardinals, il n'y a pas des races de cardinals, c'est tous des petits oiseaux rouges. Les femelles sont brunes. Fait il n'y a pas de race de chat encore. Sont toutes pareilles. Là, ce qui s'est passé, c'est que avec les civilisations humaines, l'histoire de l'humanité, là, imaginez, les chats sont comme toutes proches de l'Égypte. Puis là, culturellement, les chats sont sacrés. Il n'y a pas vraiment de commerce avec les chats. Ouais. Il n'y a pas encore de commerce avec les chats. Et il y a eu des conquêtes. Fait que là, les Romains, ils envahissent, les Perses, ils envahissent. Puis là, ils capturent des trophées, genre des chats. Puis là, ils ont commencé à en exporter ailleurs. Et c'est là que ça a commencé à exploser. Là, les chats, ces petits mammifères-là, s'est retrouvé à être en Europe, en Asie, en Afrique, partout sur les vieux continents, entre guillemets. Puis c'est pas avant 1492, la découverte de l'Amérique, je crois. Je crois, oui, par Christophe Colomb. Je ne suis vraiment pas la bonne personne pour ces races-là. Que le chat, il a embarqué dans une grosse chaloupe, puis qui a traversé l'Atlantique, puis là, pouf, il s'est rentré en Amérique. Fait que c'est pas avant, genre, les années 1500 qu'il y a eu les premiers chats domestiques tels qu'on connaît qui est apparu en Amérique. Parce qu'il y a des félins en Amérique, là, mais c'est juste pas la même chose. On a des lynx, cougars. Ouais. Si on s'en va plus en Amérique du Sud, là, on en a vraiment plusieurs. On a des trucs comme l'oslo, oh mon Dieu, je l'aime tellement. C'est comme la panthère nébuleuse, super mystérieuse, vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Le marié, on en a plein de petits félins, mais c'est pas des chats domestiques du tout, du tout. Fait que nos minous qu'on connaît, les chats domestiques, ça vient du désert. Ça vient vraiment Libye-Syrie. Et ils ont été exportés partout sur la planète, puis sont super adaptatifs, si on veut.
Parce que ce qu'ils mangent, c'est des petits mammifères, des petites souris, tu sais, des petits Il y a une lézards. abondance Il y en a partout. de ce genre de proies-là, en fait, déjà. Là. Exact. Puis ils sont capables de tolérer quand même des très bonnes grosses différences de température. Fait que, tu sais, un message à toutes les petites madames qui veulent sauver tous les chats à cause que ils font donc pitié l'hiver, ils vont mourir et tout. De 1500 à 1900, les humains au Québec puis en Amérique du Nord, ils ne s'occupent pas bien des chats errants. Ils étaient dans des granges, par contre. Là. On s'entend que c'est pas un chaton de 2 mois dehors dans une ruelle de Montréal à moins 25. C'est sûr. Mais tu sais, dans les années 1500, 1600, 1700, il n'y avait pas tant des granges, il n'y avait pas de ruelles. C'était sauvage et froid et probablement qu'il y avait des températures plus froides qu'aujourd'hui. Puis là, on est en surpopulation de chats au Québec. Fait que mon point est juste que ils se sont très, très bien adaptés. Ils n'ont pas besoin de nous. Je laisse ça comme ça. Là, j'ai dit l'histoire de la domestication du chat. Ils sont où les races là-dedans? Mais attends, moi, ça me fait juste penser que, tu sais, en clinique, quand quelqu'un arrivait en disant « Mon chat, il boit beaucoup », on se pose tout le temps une petite question quand ils disent « Mon chat, il boit beaucoup », parce que vu que c'est un animal plus désertique à la base, c'était comme « Ah oui! » Dites-moi plus. Puis en creusant, puis là, souvent, on arrive à trouver comme un problème là, c'est ça exactement qui explique l'augmentation de la soif. Là. Exact. Parce que d'habitude, les chats, c'est des animaux qui, dans la nature, ils boivent pas beaucoup parce qu'ils mangent suffisamment dans leur proie de liquide. Fait que des chats qui mangent des souris entières, il y a un certain pourcentage d'humidité dans une souris, puis c'est suffisant en général pour leurs besoins hydriques quotidiens. C'est assez impressionnant, justement, des chats qui ne boivent pas pendant 1-2 journées, là, c'est comme correct. C'est pas peut-être qu'ils mangent la bouffe en canne, ce chat-là, genre. Exactement. S'ils mangent de la nourriture en canne, c'est rare encore qu'ils vont encore plus boire. Là, exactement. Ils devraient avoir suffisamment d'eau pour combler leurs besoins. Donc, oui, les races de chats. Les plus vieilles races de chats, en fait, ça a commencé... il y a eu des tests génétiques au niveau archéologique qui a démontré qu'il y avait clairement une population génétique différente en Égypte qu'ailleurs en Libye, Syrie. Puis la raison, c'était probablement la religion. Vous savez, les momies, ils étaient souvent, les rois, les personnes qui se faisaient momifier, se faisaient souvent momifier. Avec plein de trésors. Oui. Ils se faisaient enterrer avec plein de trésors et des chats. Parce que les chats, c'était des trésors. Ça leur permettait d'aller à l'au-delà, puis etc. Fait qu'il y avait littéralement un gros commerce d'élevage de chats pour la momification. C'est terrible, mais c'est ça. Mettons, si tu dis tu as besoin d'une petite croix de Jésus pour aller au paradis, bien, clairement, il va y avoir des fabricants de petites croix de Jésus pour se faire la pièce. Ben, c'est un peu la même affaire à ce moment-là. Tu as besoin d'un petit chat pour aller au paradis des Égyptiens, ben, je vais élever des chats pour les vendre pour les momifier et t'accompagner dans l'au-delà. Il y a eu donc une sélection. L'humain a contrôlé la reproduction des petits chats en Égypte. Assez pour influencer la génétique, le pool génétique au complet de la population des chats d'Égypte. C'est assez impressionnant, merci. Fait que ça a déjà commencé, il y a eu des races. C'est-à-dire, il y a eu des chats à un certain endroit, c'est la même espèce, le chat domestique, le Felis catus, mais il a été comme différencié de ceux de Libye-Syrie. Fait que ça, c'est comme une des premières races. Puis ensuite de ça, de là, ça a pris l'exportation des chats après les conquêtes, après la fin de la civilisation égyptienne, où est-ce que là, les chats ont commencé à aller en Europe, en Asie. Puis là, les gens qui sont riches, qui ont beaucoup trop de temps à tuer, puis que essayer de vivre au-dessus de 20 ans, c'était pas une priorité dans leur vie parce que il y avait assez de nourriture, il n'y avait pas trop de maladies pour eux, puis les riches. Les humains riches. Les humains riches, qu'eux pouvaient s'acheter des chats, puis qu'il y avait beaucoup trop de temps à tuer, ils ont commencé à faire de la reproduction de chats, puis là, basé sur des caractères un petit peu plus esthétiques. Du genre. C'était un passe-temps. C'était un passe-temps. C'était du luxe faire de l'élevage de chats. Parce que dans les faits, les chats, là, ils ont une seule job. Attraper des souris. J'allais dire dormir, mais écoute. Non, mais pour les humains, mettons. L'utilité des chats, pour tous les humains sur la planète, historiquement, c'est juste éliminer la vermine. C'est pour ça qu'on les amenait dans les bateaux, d'ailleurs.
parce que tu avais du stock de nourriture, des réserves de nourriture, puis s'il y avait des souris qui étaient inévitables ou des rats dans ta cale, ben eux, ils allaient manger tes rations, puis ça, c'est pas bon. Fait qu'il amenait tout le temps 1 ou 2 chats dans le bateau pour éliminer la vermine. Le chat était bien content parce que lui, il mange que ça, puis il mange pas les rations. Fait que les matelots, ils étaient contents d'avoir un petit minou dans le bateau. Ben, ça explique déjà un peu, même au Québec, il n'y a pas si longtemps, un chat, c'était utile. C'était pour la grange, tu sais. Pour la ferme, oui. Pour la ferme, pour effectivement pogner toute la vermine. C'est donc encore le cas aujourd'hui que c'est son seul travail. Puis là, je vais reparler un petit peu du chien. En comparaison, je veux dire, le chien, là, il y a une multitude de travail, puis en fonction de sa race aussi. Fait que, il y a des checkers de moutons, il y a des chasseurs de loups, des chasseurs de lions. Pour vrai, le Rhodesian Ridgeback, qui chassait le lion. Le Commodore aussi, c'était pour les loups, effectivement. Oui, c'est ça, le full de dreads, là. Le full de dreads blanc. Le reggae chien. Sinon, mon Dieu, les terriers, hein, genre le Jack Russell, là, c'était rentrer dans les terriers, aller chercher le lapin ou le renard. Il y avait sortir les lapins pour la chasse. Exact, ceux qui faisaient lever les faisans pour les gonner dans la chasse. Fait que les beagles, les hounds, ceux qui traquaient. Genre, je gonnais mon chevreuil, il se sauvait. Fait que là, il y avait un chien qui allait comme le chercher, les pointeurs. Fait qu'il y avait plein de jobs différents, les chiens. Les retrievers. Les rapporteurs de... Les rapporteurs, ça sort pas de nulle part. Là, le Golden Retriever, le Labrador Retriever, le Chesapeake Bay Retriever. Puis ça explique pourquoi, comment les races de chiens aujourd'hui sont catégorisées selon le travail. Les bergers, les rapporteurs, les chiens de travail, puis là, les chiens de pas de travail, plus de nos jours. Fait, comme un Pékinois, est-ce que ça a déjà eu un travail? Je ne sais pas. Ouf! Ouf de sofa. Fait que là, c'était juste pour mettre le contraste de la job chez les races de chats, chez les chats versus chez les chiens. Puis juste ça, si on y pense un peu, ça influence beaucoup, beaucoup, beaucoup l'existence même des races chez les chats. Il y en a beaucoup moins des races de chats. Moi, je pense pour 2 raisons. Un, ça fait beaucoup moins longtemps que les chiens sont domestiqués. Les chiens, ça fait 36 000 ans à peu près que la plupart des ouvrages s'entendent pour dire qu'il est domestiqué. Puis la manière qu'ils sont trouvés, c'est juste il y a des vestiges archéologiques qui ont réussi à dater que ça, c'est les plus vieilles. Les plus vieilles datent de 36 000 ans. Les chats, le plus vieil, datent de 9 à 12 000 ans. Puis de la façon qu'ils le trouvent, généralement, c'est, comme je disais, les chats, ça valait cher. Ça avait une grosse valeur parce que c'était bénéfique pour la civilisation, puis il y avait un symbole religieux même. Fait qu'ils ont trouvé des restes momifiés ou en tout cas fossilisés de chats juste à côté d'un défunt humain, de vestiges humains. Fait que c'est pas une coïncidence. Vraiment, le chat, il a été mis là volontairement, puis il était à côté de bijoux puis d'autres objets précieux. Donc, c'était un objet précieux, en guillemets, le chat. Exact. Ou un trophée, peu importe. Puis, ça a été retrouvé sur l'île de Chypre, qui est une île au large dans la Méditerranée, mais assez au large pour que le chat ne puisse pas se rendre à la nage. Il va mourir. En tout cas. Ouais. Exact. Puis, la seule façon de se rendre là sur cette île-là, c'était en petite embarcation, genre un petit canot. Là. Fait qu'il n'y avait pas de passagers clandestins. Le chat n'aurait pas pu être là par hasard. Absolument. Puis il a fallu qu'il soit là volontairement. Fait que pour amener un chat volontairement sur un petit bateau, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont déjà amené un chat dans un char, mais bref, il faut qu'il soit moindrement consentant. Parce que il n'est pas dans une cage, là? Ben c'est ça. Puis à la limite, le mettre dans une cage, hein, c'était un défi. Ça en est encore un, je pense, pour la majorité des gens. En effet. Fait, bref, c'était volontaire, puis le chat était probablement coopératif à un certain point pour se rendre sur l'île de Chypre. C'est comme ça qu'ils ont réussi à dire comme ce chat-là, il n'était pas là par un hasard, c'était vraiment. Il y avait une relation, il était déjà domestiqué. Fait que les races de chats, je reviens à ça. Il y a une seule job, chasser des souris. Fait que il n'y a aucun but de l'humain de sélectionner les chats selon la reproduction pour des compétences particulières de travail. Ça s'est fait, tu sais, moi, ce que je comprends, c'est que ça s'est fait vraiment par utilité. C'est à la mesure où est-ce que le chat, il n'y avait pas un besoin de X, tandis que pour les chiens, vu qu'on disait, hey, lui, il est vraiment bon à pister, ou lui, il est vraiment bon pour telle affaire, ben, on veut le reproduire pour que ce soit le papa de l'autre. Puis que, là, on s'est ramassé avec des qualités spécifiques à certaines lignées. Puis des morphologies spécifiques, des morphologies plus extrêmes aussi, oui. Exactement. Tandis que les chats, c'était plus comme
Mais c'est un bibelot, on fait un bibelot. Donc, Exact. il n'y a pas une grande différence morphologique, de taille. Exact. Il y en a un petit peu, mais jamais autant. Tu sais, le chien, là, on a le Chihuahua puis le Saint-Bernard. Tu sais, on a un rapport de genre x100 au niveau du poids, là. 2 livres à 200 livres. Alors que les chats, le plus petit chat, il est à peu près comme 5-6 livres, puis le plus gros, il est 20 livres. C'est quoi le plus petit chat? J'aurais un munchkin en tête. Ça peut être le sacré de Birmanie, le birman. OK. C'est un genre de petit Himalayen en couleur, là, avec un petit masque noir, des petites oreilles noires, plus pâle, gris, beige au niveau du poil. Puis il y a des petites pattes blanches la plupart du temps, des petites pantoufles, super jolies. Puis c'est des petits chats, vraiment des petits frames de chat. On en voit autour de 6-7 livres. Là. Mais c'est quand même plus gros qu'un Chihuahua de 2 livres. C'est des teacups, là. Puis le plus grand chat ou le plus gros chat? C'est les Maine Coon. Les Maine Coon. Écoute, moi, j'ai déjà vu un chat en clinique. C'était pas un Maine Coon, mais il faisait 30 livres de mémoire. Là. Ben, un Maine Coon, ça peut être dans ça, mais sans être obèse, là, le Maine Coon. Non, moi, c'était un chat obèse. Ah, OK. Je veux dire, ça aurait été malhonnête de dire que c'était un Maine Coon juste parce que c'était obèse. Là. Y avait-tu le poil long? Mais je me souviens qu'en le levant, je l'ai pris un peu comme un lift là, avec mes deux bras. J'espère que tu as forcé avec les jambes et pas avec le dos. Forcé avec mes jambes. Mais il faisait la largeur de mon avant-bras avec ma main. Là. Aïe, ouais. Fait que c'est pas correct des chats. Étonnamment, elle n'était plus capable de se laver. Ah, surprise. Surprise. Était-elle capable de se déplacer? Peu longtemps, Peu longtemps. Je fais 2 pas, puis après, je check ma pompe à asse. Donc, avec les races de chats, fait que c'est vraiment avec la noblesse. Puis c'est vraiment dans les années autour, moi je sais pas, ma date clé, c'est genre Napoléon. Là. Fait que c'est autour des années comme 1600, là, que là, il y avait vraiment des classes sociales assez riches, puis qu'il n'y avait pas juste, encore une fois, essayer de survivre au-dessus de 20 ans qui était leur priorité dans la vie, là. Qu'il y avait du temps à tuer, il y avait de l'argent, des ressources, puis en fait, c'est donc bien mignon, ce petit bébite-là, le chat. Puis on a commencé à les sélectionner, à dire comme « Oh, regarde, dans la portée, il y en a un qui a le poil un petit peu plus long que les autres. » C'est donc bien cute. Puis là, « Oh, regarde, son nez est un petit peu plus écrasé. » Ben, je vais le reproduire plus. Et c'est comme ça que les races ont été créées chez les chats. Fait qu'il y a eu vraiment une sélection en fonction de l'aspect esthétique puis de ce que l'humain trouvait mignon ou pas. Et là, les animaux qui avaient certains critères étaient reproduits davantage. Puis, ils étaient reproduits entre eux. Fait qu'au début, toute race, c'est un peu au hasard. À chaque reproduction, il y a des mutations. Donc, tu sais, les 2 parents, papa et maman qui se reproduisent, ça ne donne jamais une copie conforme de maman ou de papa. Ça donne des affaires au hasard aussi. Puis c'est jamais 100%. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, dans cette petite loterie-là, des fois, il y a vraiment des petits jackpots ou des malchances, parce que des fois, ça vient avec des problèmes de santé. Oui, exactement, des citrons. Des citrons, exactement. Mais tu sais, à l'époque, oh, regarde, il est vraiment plus petit que les autres, ou oh, regarde, il y a le poil de telle couleur, puis on les reproduit soit entre eux dans la portée, entre frères et sœurs, soit entre le bébé puis la maman ou le papa, selon le sexe, bien entendu, pour que les blocs Lego s'emboîtent, là. Puis, et on répète ça une couple de fois jusqu'à ce que la grande majorité, si ce n'est pas la totalité des descendants, ils ont tous le même critère. Ça, c'est comme ça qu'on crée une race. Ça, c'est bon, c'est valide autant chez le chat que chez le chien. Mais clairement, ça a servi plus particulièrement chez le chat, tu sais, l'aspect esthétique, parce que l'autre, on se rappelle, c'était par utilité, à la limite, on a changé la conformation du chien pour une certaine utilité. Maintenant, c'est physiologique, là. On s'entend que il y en a plein qui disent « Oh mon Dieu, je veux une couleur merle ». C'est ça. En aucune façon, les bulldogs sont utiles. Non, c'est fini l'utilité, là, mais bref, on dirait que c'est venu un petit peu plus tard, l'espèce de « Ah, c'est donc bien cute ouais. ». Puis changeons un peu chez les chiens. Chez les chiens, que chez les chats, ça a l'air d'être l'outil principal. Ça a commencé de même. C'était déjà quelque chose pour être joli et prestigieux. Ouais. Donc, c'est pas aller sur qu'est-ce qu'on pourrait faire d'utile à ce chat-là. Exact. Par contre, pour mettre un petit peu de nuance, oui, il y a quelques races de chats qui ont été créées, en guillemets, naturellement. Fait que les mots égyptiens, ils ont réellement, ils ont apparu comme toute autre mutation spontanée, mais il y a eu
C'est comme des reproductions qui s'est faites toutes seules, un peu des mots égyptiens, pas des gens qui ont réellement voulu les reproduire. Puis ça a donné des tendances. Encore une fois, il y a peut-être l'aspect géographique qui a influencé ça. Les sphinx, ça a été aussi créé comme un peu au hasard. Puis tu sais, il y a aussi des Pour choix vrai, les sphinx, c'est au hasard, les châteaux. Oui. De ce que la littérature raconte, encore une fois, c'est pas parfaitement un consensus, mais... Ça doit être une belle tare génétique dans ce cas-là, de naître pas de poids. Probablement, parce que c'est à peu près sûr que dans la nature, les sphinx sont désavantagés. Je veux dire, sont plus vulnérables au coup de soleil. Les prêtres en partant, ça part pas bien. Là. Ben, tu sais, le poil, ça isole aussi. Le poil, ça isole, fait qu'ils sont plus fragiles au froid. Ouais, c'est ça, là, ils ont plusieurs désavantages. Fait que, en tout cas, mais la majorité des races de chats, ils ont quand même été créées par l'humain pour des raisons esthétiques. Fait que jamais au grand jamais, on a choisi un chat comme « Ah, lui, il est vraiment athlétique. Parfait, on va le reproduire davantage. » Ça a été plutôt juste des couleurs, des morphologies qu'on trouvait mignonnes, qu'on appréciait. J'aime le poil court, j'aime le poil long, j'aime telle couleur, j'aime la couleur des yeux, la forme de face, la grosseur, la petitesse, peu importe. Puis ça, c'est important à comprendre. Je vais remettre un peu d'emphase sur la consanguinité de la création d'une race. La nature est bien faite. La reproduction sexuée veut créer de la différence, de l'hétérogénécité. On veut tout être différent. Puis ça, c'est le but de la reproduction sexuée. C'est l'avantage de la reproduction sexuée parce que en créant des individus tous uniques les uns des autres, ben, il y en a peut-être dans cette gang-là qui vont être vraiment plus adaptés que les autres pour survivre, puis transmettre leurs gènes, puis être meilleurs et meilleurs et créer tout le temps une espèce meilleure. Mais les races, quand un humain dit « Moi, je veux contrôler le critère qui va réapparaître dans ma descendance, genre poil long, poil blanc, poil peu importe, on fait le contraire de ce que la nature veut. » Puis là, c'est un beau gros sophisme de la nature est bonne, puis nous, on met de la merde. Mais il y a un certain sens. Mais oui, on veut rapprocher, en fait, deux individus qui se ressemblent pour s'assurer que la progéniture ressemble aussi à leurs parents. Exact. Mais en se basant uniquement sur des critères qu'on peut voir avec nos yeux, soit l'aspect esthétique, on néglige l'aspect de la santé. Puis là, vient les maladies génétiques, que tout le monde connaît la dysplasie de la hanche, ils en ont déjà entendu parler, mais il y en a là, pour les fins et pour les fous des maladies génétiques. Bon, on en jasera après, mais je pense que c'est intéressant. C'est triste dans un sens aussi. Là. Puis tu sais, ce que ça me fait penser, c'est en clinique, des fois, moi, quand il y a quelqu'un qui dit « Ah, c'est un mix de... » Husky Poodle, Schnauzer à 13%. Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est ça? Puis je suis comme, mais ça dépend. Il y a peut-être le foie d'un husky, je ne sais pas. L'extérieur a l'air d'un shih tzu, mais... le meilleur chien du monde. La vessie d'un schnauzer, le foie d'un dalmatien, les yeux du cavalier King Charles, la peau du boxer. Exact. Il y a ça, je pense qu'effectivement qu'on s'est basé juste sur l'extérieur parce que... Puis on le fait encore. Quand on dit c'est un mix, puis t'es comme, ben, je le vois pas, le mix que tu me dis, tu sais. Tu sais, la génétique, là, on a commencé à connaître ça dans les années 1900. Avant ça, au niveau de la science, on ne savait pas c'était quoi des gènes, là. Ah ouais, on ne sait pas. Fait que, voilà, c'est comme ça que ça a été créé. Fait que le boom de race de chat, c'est dans les années 1700, 1800, puis on a vu encore une plus grosse multiplication dans les années 1900, quand là, c'est ça, là, on a de l'argent, on a du temps à tuer, on est rendu super efficace pour survivre. Encore une fois, c'est les riches qui font ça, là, parce que... Quand tu as de la misère à arriver au bout du mois, tu ne t'amuses pas à reproduire des chats en fonction de la couleur du poil. Là. Fait que ça, c'est les races de chats. Puis les chiens, tu l'as quand même bien décrit. Historiquement, bon, le 36 000 ans, c'est un peu la même affaire. Il y a des canidés, probablement des cousins des loups. Dans certains ouvrages, ils disent que c'est directement le loup, puis il y en a d'autres qui disent que c'est genre le loup rouge. Puis ouais, exactement. Puis ceux qui étaient les plus téméraires, les moins craintifs des humains se sont approchés, puis les humains, ben, on fait plein de restants, puis on fait plein de poubelles, mais ça se mange aux yeux d'un chien. Fait que ces loups-là avaient des avantages, ils avaient de la bouffe facilement, puis à un moment donné, ils ont été assez proches, qui ont eu des interactions avec les humains. Puis là, ça crée vraiment, encore une fois, un gros fossé. Il y avait les animaux qui étaient peureux des humains, puis eux sont restés comme des loups, peu importe. Puis là, il y a eu les chiens qui ont été créés, qu'eux, ils peuvent vivre aux côtés des humains, puis ils survivent très bien, puis ils ont des traits qui les distinguent, puis une génétique qui les distingue. Encore une fois, ça s'est fait sur des centaines d'années, probablement. Et là, ce qui est cool, c'est que, voilà 36 000 ans,
beaucoup de civilisations humaines étaient encore nomades ou se déplaçaient beaucoup. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est que avec les humains, les activités des humains, les civilisations, les chiens ils ont été distribués déjà en partant partout sur la planète, partout avec les mouvements des humains. Fait que là, 36 000 ans, il y a même eu des mouvements d'humains qui ont passé par genre le Kamtchatka, donc l'est de la Russie, genre de l'est de l'Asie, puis qui ont pu passer par les glaces jusqu'en Alaska, genre que là, 36 000 ans, il y aurait pu y avoir cette possibilité-là. Puis ça a fait qu'il y avait des chiens même dans les Amériques. Mais ça a l'air d'être beaucoup plus probable déjà qu'un chien suive une gang d'humains qui se déplacent qu'un chat. Oui, non, les chats se suivent. De façon volontaire, je veux dire que les chats se disent je vais suivre ce troupeau de personnes. Parce que les chiens mangent les vidanges des humains. Voilà, historiquement. Les chiens ils mangent la vermine qui mange les grains que les humains stockent. Accumulés, c'est ça. Qui ont accumulé. Fait que pour accumuler du stock, assez pour attirer de la vermine en quantité suffisante pour nourrir des populations de chats, ça prend beaucoup de sédentarité. Alors que, peu importe où tu fais de la vidange, moi, te suivre, ça, c'est bon pour le chien, ça. Fait que, voilà, c'est comme ça que le chien il était partout sur la planète, mais il a été partout sur la planète là, vraiment des dizaines de milliers d'années. Ce qui a fait que il y a eu des races qui ont été créées un peu en même temps. Le phénomène de, mon Dieu, c'est donc bien pratique, un chien plus gros, plus petit, poil ras, poil long, peu importe. Ils ont tous eu la même idée, les humains, à peu près en même temps, partout sur la planète en même temps. Fait que ça a comme multiplié les variantes de races de chiens qu'on voit. Puis après ça, là, même affaire, là, quand on a eu la mondialisation, puis là, les sociétés ont commencé à s'échanger, commercer entre eux autres avec la voie des mers, les bateaux, les routes qui ont commencé à se faire paver. Là, les chiens ont été juste comme échangés partout, puis là, il y a eu encore plus de mélange. Mais c'est quand même juste dans les années 1700, 800, 1900 même qu'il y a eu dans les premiers concours clubs canins. J'allais dire ça, j'étais comme, explique-nous comment c'est régi les races, parce que ne devient pas race qui veut, là. Officiellement, là, sinon c'est une race avec des guillemets autour. Ouais, c'est ça, comme les Golden Schmoobolo Doodle. Oui, les Doodle de Doodle. Ouais. Bon, fait que les races, en fait, ils ont commencé à être reconnues officiellement par des clubs. Fait qu'il y a comme à peu près n'importe quelle affaire, comme des sports, il y a des gens qui ont commencé à se regrouper entre eux autres, puis à dire c'est nous qui décidons. On fait des consensus, c'est notre petit groupe qui détermine. Oh oui, c'est ça, comme ça part de nulle part. Puis c'est plein d'amateurs de chiens qui se sont dit comme nous, on est les meilleurs dans amateurs de chiens de la région, puis on reconnaît ces races-là. Puis là, bien entendu, fait un fast-forward dans le futur. Puis là, il y a des associations un peu partout dans plein de pays, plein de régions du monde. Ils ont toutes des races qu'ils reconnaissent, puis d'autres qu'ils ne reconnaissent pas, puis il y a des différences, puis des consensus entre toutes ces associations-là. J'ai jamais regardé, parce que tout ce que je connais, moi, c'est le Canadian Kennel Club ou le American Kennel Club, mais je me suis jamais demandé, le European Kennel Club, est-ce que c'est les mêmes races qu'ils reconnaissent? Est-ce que c'est les mêmes standards? C'est là que mes connaissances s'arrêtent. Honnêtement, je ne le sais pas. Mais il y a des différences, ça, je le sais. Il y a des différences parce que, justement, en Europe, chapeau à l'Europe, sont en longueur d'avance sur les Américains et les Canadiens. Ils ont des critères d'éthique. Ils se sont réveillés un petit peu plus vite sur le critère d'éthique, sur la santé des animaux avant l'aspect éthique des animaux. Par contre, c'est les premiers à avoir fait des erreurs, genre les bulldogs français et les bulldogs anglais, ça vient d'eux autres et pas de nous autres. Hein? Peut-être qu'ils ont appris plus rapidement de leurs erreurs. Oui, ils ont fait des erreurs en premier, fait qu'ils ont corrigé avant, puis nous, on n'a pas encore allumé. En tout cas. Fait que pendant longtemps, il y a eu une tendance vers l'extrême, genre impressionner la galerie avec des chiens, avec des conformités de plus en plus extrêmes. Pour répéter la galerie, mais sans considération sur le bien-être animal, parce que, à l'époque, c'était pas vraiment quelque chose d'important. C'était pas in dans 1900. Tu sais, dans les années 1900, là, il y avait, puis 1800, il y avait Descartes encore qui disait les animaux, ils n'ont pas d'âme, c'est des petits robots, puis nous, on a un âme, c'est ce qui nous différencie des animaux. Oui. Je veux dire, quand moi, j'ai gradué en 2010, là, j'ai entendu pour la dernière fois quelqu'un dire les animaux, ça sent-tu la douleur? Ah, boy. Fait que, je veux dire, remonte de 20 ans, les gens se posaient la question en masse là, dans la population. Fait ça le posait même pour les enfants. Ils disaient que les enfants étaient plus tolérants à la douleur juste parce qu'ils n'étaient pas capables de l'exprimer, en fait. C'était notre petit billet là, pour bien comprendre ce qui se passait. C'est que
Oh, ils sont intelligents, les animaux, grande parenthèse, mais on trouve les animaux intelligents quand on est capable de s'identifier à eux. Exact. Les primates sont intelligents, les aviaires, les oiseaux sont pas intelligents. Oui, les oiseaux, mais non, mais les perroquets sont intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de parler. C'est pas beau la vie, ils sont comme nous. Sans porter attention à comment eux, leur intelligence se développe ou vers quoi elle est tournée, en tout cas. Exact. Fait que, autre temps, autre mœurs. Résumons ça ainsi. Puis, ça a permis plein de dérives. Puis c'est aussi au moment où est-ce que la science médicale, la génétique, on ne connaissait pas ça. Fait qu'il y a eu plein de problèmes de santé aussi qui ont commencé à apparaître chez certaines races. Mais là, moi, Francis, j'ai l'impression que tu ne dis pas quelque chose depuis le début. Quoi donc? Est-ce que des races de chats, c'est vraiment quelque chose qui existe pour vrai ou c'est des couleurs de poils? Ah oui, chez les chiens, les critères pour créer des races, ils sont vraiment plus sévères que chez les chats. Les associations de races de chiens, ils ont été vraiment plus développées parce que il y avait plus de gens qui étaient... C'était plus populaire, les chiens. Fait qu'il y avait plus de gens, plus de développement, plus de blablabla, plus d'argent aussi. Fait que il y a eu vraiment des critères pour essayer de contrôler ce foisonnement-là de création de races pour que ça ne soit pas tout n'importe qui. Fait que chez les chiens, il y avait vraiment des critères du genre, il faut qu'il y ait 7 générations consécutives des animaux avec les mêmes critères, ils sont tous pareils pour dire que là, c'est officiellement une nouvelle race. Alors que chez les chats, les critères sont encore légers, vraiment légers, du genre que encore aujourd'hui, il y a des races de mémoire, j'espère que je ne fais pas erreur, là, mais de mémoire, le Havana Brown, qui est un chat de race asiatique. On dirait le nom d'un cigare, je ne sais pas, là, mais je trouve que ça... Havana, c'est ça. Les chats de race orientale, c'est une race très, très, très apparentée aussi à moi, by the way. Il y a une version brune de couleur qui s'appelle le Havana Brown, qui a été développé justement proche de la Havane à Cuba. Et c'est un oriental avec la couleur brune. Génétiquement, ils sont indistinguables. Mais c'est deux races de chats dans la plupart des clubs félins. Mais génétiquement, en fait, ça a très peu de différence. Là. Moi, ce que j'ai l'impression, que c'est un félin, puis la race, c'est la couleur du poil que tu as collé dessus. De façon grossière, là, on s'entend qu'effectivement, il y a des morphologies, des persans, des choses comme ça qui sont différentes, mais c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, en fait, dans les études génétiques, si on mettait les mêmes critères que chez le chien pour dire, bon, génétiquement, ça prend un tel pourcentage de différence pour qu'il y ait des races différentes. Chez le chat, il y aurait tout au plus 5 à 10 races pures, au même titre de races pures chez le chien. Puis tout le reste, ce sont des dérivés de longueur de poil, de couleur de poil de ces races pures-là ou des hybrides de ces races pures-là. Puis d'ailleurs, là, j'ai dit le mot hybride. Les nouvelles races hybrides chez les chats, surtout chez les chiens, c'est beaucoup moins populaire, là. Puis tant mieux. Les chats croisés avec des léopards du Bengale, des panthères du Bengale, qui est un animal sauvage. Les chats croisés serval, donc les savannas. Puis là, il y en a d'autres, le chassis, qui est un chat ou le jungle curl, qui est le chat croisé chasse, C-H-A-U-S, qui est un chat sauvage encore, un félin sauvage. Ça commence à être populaire. Ça, vraiment, mettez-le à part, là, parce que là, c'est un croisement d'espèces. C'est comme un cheval avec un âne, ça fait un mulet. On ne parle plus de la même affaire du tout. Mais peut-être aussi qu'on ne devrait peut-être pas aller là. On ne devrait certainement pas faire ça. OK. Puis, tant qu'à parler de race hybride, on va en parler. C'est toi qui es allé là. Dis-moi qui était là, je m'excuse. Parce que je voulais distinguer les races de chats toutes pareilles. Les races hybrides sont clairement différentes. Mais en tout cas, les races hybrides, puis là, j'inclus, mettons, chez les chiens, l'hybridation, génétiquement, il faut que ça soit compatible. Fait qu'il faut que ça soit d'autres canidés chez les chiens. Fait que c'est des chiens-loups. Mais des loups, c'est gros, c'est dangereux, ça peut tuer des humains. Fait que c'est super contrôlé au niveau de la loi sur la reproduction de chiens et de loups. C'est extrêmement rare. Tu sais, des gens qui disent « Mon chien, c'est un chien-loup ». En fait, c'est un husky qui est particulièrement gros. Oui. C'est pas un chien-loup, tabarnouche, parce que ses parents, il y aurait un des deux qui serait un loup. Je veux dire, il n'y a pas comme une lignée de chiens-loups. À part peut-être genre en Russie. Puis le chien de Tchécoslovaquie ou des affaires de même, ça, c'est contrôlé, mais c'est pas ici au Québec. Tout arrive en Russie. Tout arrive en Russie, parce que c'est la Russie. Fait que les chats, par contre, c'est plus petit, ça tue moins des humains. Fait que là, il y a beaucoup plus de permissivité. Puis là, ce qui se passe, c'est que les espèces sauvages, comme le léopard du Bengale, le serval, le chasse, puis
toutes les autres espèces félines qu'on utilise pour croiser avec le chat domestique, pour faire des nouvelles races, ben, c'est tous des animaux qui sont quand même en voie d'extinction à cause des activités humaines, entre autres. Puis bien que pour les Bengales, on est déjà rendu loin, on n'utilise plus des chats sauvages, des léopards du Bengale pour faire la reproduction parce qu'on a en masse d'individus déjà des Bengales. Ce n'est pas encore tout à fait le cas des Servals et des Savannas. Ben, on capture, on encourage indirectement la capture d'animaux sauvages en voie d'extinction. Donc, on contribue à leur extinction plus rapide. Oui, parce qu'on veut. Ils ne retournent pas en nature. Certainement pas. Parce que certaines institutions zoologiques vont avoir un programme pour diversifier les gènes, pour pouvoir réintégrer le milieu. Mettons, si on parle mettons, de tortue des bois qui se fait au biodôme et tout. Là. Mais dans ces cas-là, c'est pas on va faire des petits bébés puis les retourner dans la nature pour repeupler. C'est comparable à Tiger King, là, pratiquement. Là. C'est genre, moi, je veux des animaux parce que je les trouve beaux, parce que je veux qu'il y ait des gens en aillent, parce que j'aime ça. Mais je ne considère pas vraiment le bien-être de l'animal ou de l'espèce derrière ça. Ma vision est souvent très superficielle. Je m'excuse si j'offusque des gens. Tu sais, tu aimes l'animal, tu dis, je les aime tellement, ils sont tellement beaux, je veux en avoir chez moi, puis je veux en reproduire pour apporter ce bonheur-là aux autres. Parce que tellement des bons chats sont tellement spéciaux. Je t'entends, c'est vrai, là. J'aimerais donc ça avoir un tigre chez nous, mais je le sais qu'il va être malheureux. Puis je sais qu'il est en voie d'extinction, fait que si je m'arrange pour en avoir dans ma maison, indirectement, je vais causer du tort à l'espèce. C'est dur d'avoir cette réflexion-là. C'est aussi dur que de dire j'achèterai pas tel objet parce que j'en ai pas besoin, même si mon affaire est un peu pété puis il est vieux, parce que je vais polluer, parce que je vais gaspiller des sous, gaspiller des ressources. C'est philosophique. C'est un bonheur instantané, en fait. On cherche le bonheur instantané, mais qui ne dure pas. Là. Mais ça a l'air d'être très humain aussi. Là. Yes. Puis c'est très dur à envoyer, à partager, parce que là, ça confronte les émotions. Puis là, les gens vont faire comme Francis, t'es un méchant, tu me prives d'avoir du fun. Puis je m'excuse. En fait, je veux juste te faire réfléchir plus qu'autre chose. Même moi, je veux dire, je voulais donc un tigre quand j'étais petit. Puis j'ai juste comme réfléchi. Puis j'ai amené ma conscience à un autre niveau, tout simplement. Bref, c'est comme ça que les races sont créées. Puis oui, clairement, les exigences pour des races de chiens sont beaucoup plus sévères que les exigences pour les races de chats. Fait que ce que ça fait, c'est que chez les races de chats, si mettons on parle de différences comportementales entre les races de chats puis différences comportementales entre les races de chiens, chez les races de chats, là, sont vraiment, il y en a un petit peu, clairement, mais ils sont vraiment, vraiment plus soft, vraiment moins apparentes que chez les chiens, qu'entre les races de chiens. Puis encore là, il y a quand même des choses à dire sur les races de chiens. Là. Fait que ce que ça veut dire, mon point là, c'est quand les gens ils disent « moi, je veux un chat de telle race parce qu'il va avoir tel comportement », ben, c'est pas tout à fait vrai. C'est plus une loterie. Ouais, il y a des tendances. Tu sais, si, mettons, je sais pas moi, je suis un éleveur de siamois. C'est vocal en général. Ben, on retient du siamois que ça miaule d'une manière très particulière, très marquée, mais c'est bien documenté que le siamois ne miaule pas davantage que les autres races de chats ou qu'un chat domestique. C'est juste qu'on le retient plus. Ouais. C'est con, hein? Fait que tu sais, je dis, moi, je veux siamois parce que je veux un chat qui jase. Ben, pas nécessairement, tu peux pogner des siamois super silencieux. OK. Ouais. Puis, là, au niveau des différences entre les races de chats, étant donné qu'ils n'ont pas été sélectionnés pour leur comportement, la grande majorité d'entre eux, juste pour leur couleur de poil puis leur aspect esthétique, ben, il y a très peu de différences. Il y a plus de différences entre les individus. Tout comme, tu sais, chaque personne, chaque humain est différent, ben, chaque chat individuellement est différent. Ils vont avoir leur personnalité, en fait, leur tempérament. Puis au sein d'une même portée de siamois, il peut y avoir plein de tempéraments différents, mais il va y avoir une plus grande différence entre les individus de la même portée de siamois qu'entre les siamois puis les bengales. Peut-être pas bengales, c'est un mauvais exemple, mais que les himalayens, tiens, ou les persans. Persans. Ouais. Ben, j'ai l'impression que chez les chiens, il y a peut-être un petit peu plus de différences comportementales, mais qu'il y a aussi des individus. Tu sais, je pense qu'il ne faut pas tomber dans les généralisations de les chiens X sont comme ça. Mais oui, vu qu'ils ont été comme croisés, des fois un peu proches, on a juste à penser aux dalmatiens. Je sais, je n'ai pas dit comme ça, mais bref, le dalmatien a été populaire après les sœurs dalmatiens.
Puis il a été scrappé en tabarnouche grâce au sang dalmatien. Ben, vous est là. Donc, il a été croisé pas mal de proches. Sa génétique ressemblait à une lignée royale. Oui! Qui allait finir par être tous stériles. Ou sourds. Ouais. Donc, le dalmatien a des problèmes X parce qu'il a été surpopulaire. Ben ouais, c'est ça. Il y a comme la maladie du dalmatien. Il y a un problème au niveau de son foie qui fait qu'il ne produit pas ou il sécrète trop d'une affaire. Puis là, il crée des cristaux urinaires qui est propre au dalmatien, qui est les biurates d'ammonium, qui a comme juste lui qui crée, tu sais. Oui. C'est donc bien cool d'avoir une maladie à ton nom, race de chien. C'est terrible. Il y en a plein comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a au moins des grandes idées qui supportent les différences entre les races pour les chiens. Mais que les individus aussi, tu sais, moi j'ai un pug, non, c'est pas de roche, là, c'était un rescue. Donc, mais tu sais, tout le monde, les pugs, ils voient ça comme un chien hyper naïf, gentil, qui aime ça se faire flatter. Des clowns. J'entends ça tout le temps, c'est des clowns. C'est que clown. Mais moi, il n'est pas que clown, là, mon chien, il aime pas se faire flatter. J'y touche, il est sérieux. Donc, c'est des individus à part entière quand même. Mais oui, est-ce que je peux dire que c'est quand la dernière fois que j'ai vu un berger allemand calme et serein en clinique vétérinaire? Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, j'en ai vu un cette année, là. C'était impressionnant. C'était comme, ben, coudonc. Il était bébé. Tu sais, les couleurs de poils, là, ce qu'on entend souvent, c'est chatte d'Espagne. Ah, les chats, oui. C'est pas une race, chatte d'Espagne. Non, chatte d'Espagne, là, c'est une couleur de poils. Chatte d'Espagne, c'est les chats qui sont noir, orange, blanc, puis il y a la version diluée qui est blanc, crème et gris. Puis le vrai nom, c'est calico ou calico dilué. Puis c'est ça, c'est pas une race. Là. Fait que les gens qui souvent ils disent c'est quoi la race de ton chat? C'est chatte d'Espagne. Tu fais comme non, c'est une couleur. C'est un chat domestique, là, pas de race. Ça paraît bien de dire que c'est une race, mais ça n'en est pas une parce qu'il y a le mot Espagne dedans. Là. Mais d'ailleurs, ça paraît bien dire que c'est une race. Ça, c'est une autre affaire qu'il faudrait comme commencer à sensibiliser les gens. Puis ceux qui nous ont réussi à tenir jusqu'ici. Les 3 personnes qui restent. Les 3 personnes qui restent. OK. Les gens considèrent que c'est prestigieux avoir un animal de race. C'est une fierté, c'est cool. Mon chat, c'est un race pur. Puis on se le fait demander, c'est une race pure? Ah, ça doit être un animal de race. Regarde comment son poil est beau, il est doux. Ouais. Mais si on y pense 2 secondes, dire qu'un animal est de race, ça veut dire que c'est un animal qui a nécessairement passé par la consanguinité multiple et à répétition, génération en génération. C'est donc un animal qui est plus probablement prédisposé à être malade, à avoir des torts génétiques. C'est pas bien être une race. La nature, elle a fait en sorte que la reproduction sexuée soit un avantage à la survie versus à être toutes pareilles. C'est pas pour orgien. C'est pour... dirait un beau serpent. Mais moi, je pense qu'il y a pire. Je pense qu'on utilise à tort, et c'est une stratégie de marketing, dans le sens, le nombre de personnes que j'ai entendu dire « mon chien peut race, mais pas de papier ». Mais le pas de race veut juste dire « t'as les papiers ». Tu as les papiers qui sont littéralement un arbre généalogique. Oui. Le pédigré en français, c'est un certificat de généalogie. Ça veut juste dire que le papier... Ben le père de cet animal-là, il y avait un papier, le père de cet animal-là, il y avait un papier, puis tu peux remonter genre grands-parents, arrière-grands-parents de même. C'est tout. Ça vaut pas cher, ça vaut comme 10$ par la malle. Exact, mais en plus, c'est que ça doit être identifié, je pense, avant une couple de mois chez l'éleveur et tout. Donc, tu sais, mettons que tu as un pékinois, puis que le bébé, puis il n'est plus race, le pékinois, OK? Puis le bébé, il sort, il a l'air d'un pug, mais que la génétique, c'est un peu race s'il y a le papier. Oui. Par contre, s'il n'y a pas de papier, c'est une manigance qu'on vous fait. Peu race, pas de papier, c'est de la fausse représentation. C'est pratiquement de la fraude, là, en fait. Selon la loi de la généalogie, ça contrevient à la loi de généalogie, fait que tu ne pourrais pas affirmer que c'est un peu race. Tu préfères taper ses doigts puis avoir une contravention, une amende, mais il n'y a pas de police qui check ça vraiment, fait que il n'y a personne qui se fait pincer. T'sais. Non, mais donc, si quelqu'un vous dit c'est un peu race, mais les papiers, nanana, c'est pas un peu race. Sauvez-vous en courant. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Oui, tout à fait. Fait que ça, c'est à dire. Sinon, s'il n'y a pas de papier, écoutez, ça veut possiblement dire qu'il n'a pas vraiment été croisé spécifiquement et que peut-être que vous avez plus de chances de ne pas avoir des grandes tares génétiques. Je ne sais pas, mais tu sais, dans le sens,
c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pas un hyper avantage d'avoir un pur race. Non, Puis vraiment pas. Les doodles, c'est pas une race, c'est un mix. Ouais, les Golden Doodle, parce que Oui. c'est un mélange de Golden Retriever et de Caniche Poodle. En ce moment, si on regarde les clubs canins américains et canadiens, ils ne reconnaissent pas le Golden Doodle comme une race, donc c'est un bâtard, c'est un croisé de ces deux races-là. Mais personnellement, à la limite, on peut croire qu'avoir des croisés, c'est mieux pour la génétique. C'est de la loterie, malheureusement, on ne le sait pas, parce que tu peux avoir le meilleur des deux races, comme tu peux avoir le pire des deux races. Puis ça, c'est bien maudit. Parce que là, mettons que vous acceptez qu'avoir un animal de race, ça veut dire un animal qui est plus probablement malade. Mettons, règle générale. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un animal en santé? Ben, chez les chats, vous êtes donc bien chanceux. Il existe encore des animaux pas de race. Un chat domestique, les chats de gouttière, c'est un animal pas de race. C'est comme l'écureuil gris de l'écureuil gris. Il n'y a pas de race d'écureuil gris. Si tu trouves un écureuil gris, c'est un individu de toute la même espèce. Si tu trouves un chat domestique, ben, c'est le représentant naturel de l'espèce du chat. Mais le chien, le représentant naturel de l'espèce chien, c'est le chien du village. Les chiens errants qui vivent soit dans le nord, ou qui vivent pratiquement à l'état sauvage autour des populations, des civilisations humaines, mais ils appartiennent à personne. Ils font juste gambader dans les rues et manger d'un vidange. Genre. Puis c'est ça, un chien à l'état naturel. Mais vous ne les avez pas, ceux-là, puis ayez-les pas. Ils vont être fucking anxieux en ville. Là. Bref, laissez-les où ils sont. Fait que chez les chiens, la personne qui va adopter un animal, un chien, est vraiment mal pris. Elle n'a comme pas le choix d'avoir un chien de race ou un croisé, un bâtard. Ben, il va toujours ressembler à quelque chose aussi versus qu'est-ce qu'on connaît. Là. Mais je pense que c'est là que c'est intéressant et nécessaire pour le futur propriétaire de chien de faire sa recherche sur qu'est-ce que ça a, les différentes races. Puis on l'a dit, c'est une loterie quand même. Mais tu sais, si on veut un POG ou peu importe, là, que ça, c'est encore très discutable de façon éthique parce que la majorité ne naissent pas autrement que par césarienne, tellement ils ne passent plus dans le canal. Mais bref, de savoir que il risque d'avoir une sténose des narines, le palais mou devrait être trop long, les rotules. Si on parle du Golden, les Golden, c'est des machines à cancer. Le bouvier bernois a le cancer du bouvier. Le dalmatien, tu l'as dit, il y a des problèmes. De foie. Le Doberman, il y a comme ses critères de problèmes de cœur spécifiques à lui, plus ses facteurs de von Willebrand qui ne sont pas assez parce qu'ils ne coagulent pas bien. Ils ont tous leurs problèmes. T'sais, chez les chats, moi, j'ai moins senti ça, puis je suis vraiment biaisée parce que je travaillais plus en onco, mais je me souviens avoir lu, peut-être que ce n'est plus à jour, que les siamois étaient un petit peu surreprésentés pour certains cancers. Ah oui, les races de chats, ils ont tous des problèmes de santé aussi. C'est juste qu'il y a beaucoup... Je pense que c'est 50% de nos patients en chat, au moins, c'est des pas de race. C'est des chats domestiques. Fait qu'ils n'ont pas de prédisposition. That's it. Les chanceux. Ils ont les prédispositions globales de chats. C'est-à-dire que tu vas finir avec quelque chose comme rénal, diabète ou hyperthyroïdie. Comme un humain normal, that's it, là, qui aurait, à partir de 50 ans, ça se peut que ton cœur commence à être usé par usure normale. Fait que c'est ça qui est dommage chez les chiens, c'est que tu peux pas t'en sortir. C'est quasiment un joke, mais quand mes amis me disent « Ah, je voudrais trouver un chien, je voudrais telle race », moi, mon fun, c'est de dire la maladie qui vient avec la race. Schnauzer, hey, si tu veux des pierres dans ta vessie et dans tes reins, choisis un Schnauzer. Pancréatite. Oui, c'est ça. Tu veux des pancréatites, tu choisis le Schnauzer. Puis, tu sais, il me dit « Je veux telle race », puis je dis le problème de santé qui vient avec. Puis, c'est le fun quand j'en trouve pas. Tu sais, Husky, j'en connais pas. Genre, vite de même, j'en connais pas. Fait que je fais comme « Hein? Oh, tu peux l'apprendre. Il n'y a pas de problème de santé écrit dans un textbook que je connaisse, tu sais. Fouf! Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui peut avoir un fucking husky, là. C'est gros, puis ça bouge. Puis... Toi, tu leur dis la maladie, moi, je leur demande le montant. Moi, je veux un berger allemand ou un golden. Genre, t'as-tu 5 000 à mettre sur chaque hanche? Il y en a deux. C'est terrible. Puis à 5 ans, est-ce que tu veux traiter son lymphome? Oui. Mais c'est ça qui est terrible. Je veux que les gens le sachent, les gens qui veulent adopter en fonction de la race. Chez le chien, vous allez choisir une maladie. Chez le chat aussi. Tu sais,
Oriental, c'est vraiment, vraiment niaiseux, mais oriental poil court, oriental poil long, c'est juste la longueur du poil qui les diffère. Mais dans le textbook, l'oriental poil long, il est prédisposé à une maladie qui s'appelle l'amyloïdose, qui est une maladie rénale. Puis l'oriental poil court, non. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu d'études, mais... tu as une rareté aussi. C'est pour ça que dans les textbooks aussi, ils sont surreprésentés, par exemple, les Golden, parce qu'il y en a tellement eu. C'est populaire. Tandis que le Bedlington Terrier, moins, ou le Sealyham Terrier que tu vois jamais. C'est sûr qu'ils sont sous-représentés, mais ils sont surreprésentés versus des races X. C'est ça. Fait que, comment s'en sortir? Comment choisir un animal qui va être en santé? Mais là, rendu là, chez le chat, moi, je suis assez catégorique. Privilégier les animaux pas de race. Privilégier les chats pas de race. Il y en a pour les fins et pour les fous. Les refuges débordent de chats, sont pleins à craquer. Puis il y a des chats errants, il y a des chats sauvages, il y en a partout. Fait que si vous voulez vraiment adopter un chat, dans la mesure du possible, adoptez un chat pas de race. Si vous voulez vraiment, vraiment un animal de race chez le chat, sachez que vous mettez des risques pour des raisons fort probablement superficielles, du genre, moi, je veux qu'il soit beau, telle couleur, telle grosseur, telle couleur de poil. Alors que moi, personnellement, pour avoir une belle relation avec mon animal, ce que je privilégierais, c'est le tempérament. Puis, c'est même pas un argument de choisir une race en fonction de la prévisibilité du tempérament, parce qu'on vient d'invalider que les différences entre les races sont plus petites que les différences individuelles. Fait qu'il faut choisir un individu versus une race pour le comportement. Ouais, c'est pas de même. Mais mettons qu'on veut une race vraiment, il faut encourager des éleveurs qui font beaucoup d'efforts dans le bon choix des reproducteurs et qui font passer aux reproducteurs des tests génétiques pour que justement il y ait une certaine garantie qu'il n'y ait pas certaines tares génétiques connues chez ces races-là. Puis ça ne court pas les rues des éleveurs qui font tous ces efforts-là, mais ceux qui le font, vous avez tout mon respect parce que vous êtes les seules personnes qui sont activement en train d'améliorer le futur de nos chats. Bravo et merci à vous. Continuez de faire ce que vous faites. Puis, moi, on dit que j'aimerais ça vous avoir comme client. Ça me donnerait plus de foi en l'humanité. C'est la même chose chez les chiens par rapport aux éleveurs. Comment choisir ton éleveur? Bien, tu veux choisir des éleveurs qui font des tests génétiques, qui garantissent la santé des animaux, qui choisissent les reproducteurs en fonction qu'ils soient exempts des maladies. Eh bien oui! Surtout le tempérament, parce que, tu sais, souvent, moi, ce que j'entends, c'est ils veulent pas qu'on visite parce que la mère est stressée. Puis comme, elle va pas là. Va pas là. Puis je me suis demandé, est-ce que c'est quelque chose qui se recommande aussi chez les chats, c'est-à-dire aller rencontrer les parents? Ben, il faut. Okay. Là, moi, je trouve ça vraiment essentiel. Si tu es prête à, encore une fois, prendre un contrat de 15 ans, va rencontrer l'environnement, va rencontrer les individus. Commence à choisir un chat pour un nouveau chaton. C'est pas juste en une visite, c'est lui, je prends, c'est le premier qui est venu me voir. Non, c'est plus. En tout cas, dans un monde parfait avec des petits farfettés et des anges tout nus, il faudrait prendre du temps. Il faudrait passer 1 heure avec lui, aller le revoir la semaine d'après encore, voir si son tempérament a évolué. Puis encore là, ça ne sera jamais garanti. C'est des êtres vivants. Tu sais, ton garçon, l'enfant humain, tu pourrais dire, moi, je suis un enfant, puis ben oui, ça va être un aviateur quand tu vas être grand. Tu n'as aucune garantie de ça. Il va peut-être finir mort, malade, va être en carton d'évidence, dans la drogue à Montréal. Tu ne le sais pas. En effet. C'est la même chose pour ton chat. Peut-être tu vas dire, ça va être un bon chat calme. Puis à 8 mois, tu vas être déçu. Moi, je pense que la chose qu'il faut dire aussi, puis qui s'éloigne un peu de notre sujet, c'est l'importance des stériliser quand on les a après ça, nos animaux. De ne pas se lancer, nous, dans dire, moi, je vais reproduire mon chien. Pour avoir la joie d'avoir des bébés ou pour lui faire vivre l'expérience d'avoir des bébés. Exactement. C'est un argument qu'on entend souvent, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses à savoir. On ne peut pas s'improviser éleveur. Les bons éleveurs qui font ce travail-là vraiment de manière méticuleuse et rigoureuse, là, ça ne court pas les rues, j'insiste, ça ne court tellement pas les rues. Puis c'est difficile, c'est un travail, il faut avoir beaucoup de connaissances pour être sûr que les parents sont en santé, puis que la progéniture va être en santé, puis vous ne portera pas des tares génétiques avec... On a plein de problèmes dans les maladies chez les races. Il ne faut pas les propager. C'est vraiment pour leur bien-être,
Mais pour ensuite, notre bien, ça va coûter moins cher de soins vétérinaires. Je veux dire, c'est un argument convaincant de prendre des animaux en santé. Ben déjà, pour les chats, je pense qu'il y a aussi de l'abandon. Tu sais, souvent, c'est... Ben oui. Ça pop une couple de bébés en même temps, puis là, Caroline, on s'en débarrasse. Ou, tu sais, il y en a plein dans la faune montréalaise et au Québec que c'est même le prédateur officiel, je pense, des oiseaux, tu sais. Oui, c'est comme le... Oui, puis j'ai parlé un petit peu de l'historique de domestication du chat puis comment il est allé partout sur la planète, mais partout sur la planète, partout où ce qu'il n'est pas supposé être, soit partout sauf la Libye, la Syrie et l'Égypte, le chat est un fléau écologique, là. Il met des centaines et des milliers d'espèces en voie d'extinction parce qu'il n'est pas supposé être en Amérique, il n'est pas supposé être en Australie puis en Nouvelle-Zélande. Tu sais, les perroquets puis les kiwis qui ne volent pas, là, les cacapous, là, les perroquets qui ne volent pas, ils se font décimer par les chats. C'est sûr! Je les adore, les chats, c'est des animaux domestiques débiles, mais ils tuent un paquet d'animaux que j'adore aussi. C'est triste au bout. Fait que oui, tu sais, ici, dans les places où est-ce que c'est pas, ça fait pas partie de la faune typique, ils devraient pas se retrouver à pouvoir se retrouver, à se reproduire à qui mieux dans la nature, en menant à plein de petits bébés chats qui vont avoir une vie de misère. Je veux dire, parce qu'un chat qui va dehors, ça vit moins longtemps. Qu'un chat qui, tu sais, ça se fait bien plus frapper par un char dehors qu'en dedans. Puis, tu sais, mettre en danger beaucoup d'animaux sauvages. Exact. Fait que chez les chats, c'est très vrai. La stérilisation, elle est comme mandatoire parce qu'il y a des surpopulations de chats pratiquement partout sur la planète. Chez les chiens, au Québec, on n'est pas souffrant d'un problème de surpopulation de chiens, heureusement. Mais pareil, la raison de les stériliser, ce serait comme pour leur bien, pour le bien de la progéniture, parce que les complications au niveau de la mise bas chez certaines races de chiens sont extrêmement garanties, genre les bulldogs en général. Puis, les cancers aussi, si on pense aux cancers testiculaires, des cancers mammaires, qui ont les infections de l'utérus. Oui, l'épiométrite, qui est très fréquente. Donc, tout ça pour sa santé, c'est quand même un avantage certain. Après ça, je pense que c'est à regarder avec le vétérinaire traitant. C'est quoi le meilleur âge, c'est quoi la meilleure technique. Exact, parce que c'est pas noir ou blanc. Là. Il y a vraiment des choses à considérer. Tout à fait. Puis, un autre affaire qu'on pourrait donner comme conseil pour comment s'en sortir, encore une fois, exiger des producteurs d'animaux, donc des éleveurs, exiger des animaux en santé. Fait genre, il y a certaines races là, qui sont clairement des cul-de-sac évolutifs. Je m'excuse, patate, mais le pug, là, si demain l'humain disparaissait... S'il n'y a plus de vétérinaire, il n'y a plus de pug. Il n'y a plus de pug. Tu sais, les bulldogs anglais et bulldogs français, ils ont de la misère à respirer. Vous trouvez ça peut-être cute, un chien qui ronfle, les amis, mais considérez que les gens asthmatiques, ils donneraient n'importe quoi pour être capable de respirer dans quelque chose de plus gros qu'une paille. Ben, les chiens brachycéphales, là, ils ont tellement les voies respiratoires obstruées qu'ils ne sauront jamais c'est quoi bien respirer, sauf sous anesthésie générale quand ils sont intubés, puis que là, en fait, le trou il est assez gros pour que l'air passe sans causer d'irritation ou d'inconfort. C'est terrible. C'est un mime très populaire hein, dans le domaine vétérinaire, les pugs ou les brachycéphales qui sont intubés là, pour une chirurgie, et qui disent comme je respire pas toujours bien comme ça, mais quand j'ai un tube endotrachéal, ça va super bien. C'est triste. Puis tu sais, nous, on les soigne, ces animaux-là, mais j'aimerais donc ça pas avoir de travail pour ce genre d'animaux-là. Puis regardez comment la comparaison, elle est comme morbide. C'est comme si je disais... Parce que je le trouve physiquement beau ou drôle ou qu'il me plaît ou mignon, là, moi, j'encouragerais la reproduction de personnes qui ont des maladies dégénératives, des muscles, parce que je le trouve cute, Stephen Hawking. On devrait le reproduire pour qu'il y ait plein d'enfants qui ressemblent à Stephen Hawking. Parce que je le trouve cute, sa forme de face. Tu sais, c'est terrible d'infliger ça à des animaux juste quelque chose de superficiel. Quelque chose de superficiel comme le look pour notre propre bonheur. Si on lui donnait le choix au pug avant de naître, tu veux-tu respirer comme il faut pour avoir des hanches solides puis des rotules qui partent pas d'un bord puis de l'autre quand ça leur tente, ou tu as tout ça? Ben, je pense que le choix qu'il prendrait est évident. Fait que vous, futurs adoptants d'animaux, évitez les races qui ont des
conformations extrêmes qui causent du tort à leur Parfait. santé de manière évidente, comme les brachycéphales, les chiens avec les nez écrasés au grand complet. Mais tu C'est sais, même horrible. outre le côté éthique, je pense qu'une bonne recommandation, selon moi, c'est de rester dans la moyenne. Tu sais, ce qui est très, très petit, puis ce qui est très, très grand, il risque d'avoir des problèmes reliés au fait d'être très, très petit, de ne pas avoir de la place pour son cerveau dans sa boîte crânienne, puis que s'il y a un coup de vent, ses yeux pop out. Ouais. Versus aussi les très, très grands, où est-ce que l'estomac, il y a de la place en masse pour tourner, pour faire une torsion gastrique. Les os, ils vont faire des cancers osseux. Tu sais, de rester dans quelque chose de très moyen est une bonne idée à la base, là, je pense. Ouais, un chien, c'est supposé peser, en tout cas, les chiens dans la nature, les chiens de village, ça pèse entre 40 et 60 livres, donc 20 à 30 kilos à peu près. Ça a le nez long, ça a les oreilles droites, des fois tombantes, ça a une queue, ça a le poil court, semi-long. C'est baigner dans ça. Essayez d'adopter des animaux de ce format-là. Puis, pour ceux qui veulent vraiment des animaux qui ont des traits plus extrêmes, exiger de l'éleveur, des reproducteurs, qu'il s'assure que les parents, les personnes, que les individus qui le reproduisent, ils ont le moins gros des extrêmes, puis qui sont exempts de certaines tares génétiques qu'on peut éviter. Puis il y a des tests de OFA, pour les yeux, pour le cœur, je pense, pour les hanches. Donc, il y a plein de tests qu'un éleveur consciencieux peut faire passer à ses géniteurs pour s'assurer une moins grande chance de passer des gènes qui mènent à des problèmes là, au cours de la vie de l'animal. Puis même de s'assurer du taux de consanguinité aussi. Tout à fait. Parce que ceci, là, ça peut créer d'autres maladies qu'on ne connaît pas encore, puis on ne veut pas les connaître. T'sais. Fait que, il y a beaucoup de choses à savoir pour les races. Puis à la limite, là, chez les chats, c'est prenez pas de race dans la mesure du possible. Chez les chiens, c'est même pas une possibilité, c'est bien malheureux. Parce que tu peux pogner des croisés, mais là, c'est un beau loterie, tu le sais vraiment, vraiment pas. Fait que le consommateur, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Si vous voulez adopter un animal, là, c'est difficile de trouver un animal en bonne santé chez les chiens. Fait que faites vos recherches. Puis n'hésitez pas à aller regarder des ressources officielles comme l'OMVQ, l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Le site web, il est une mine d'or d'informations. L'AMVQ, Association des médecins vétérinaires du Québec, il y en a d'autres aussi. Vous pouvez trouver de l'information de qualité aussi. Il y avait sur les laboratoires de génétique qui font les tests de race. J'aimais bien le site de la faculté de médecine vétérinaire qui, malheureusement, là, il a fermé récemment, LabGenVet, que là, c'est tellement triste. LabGenVet avait eu une nomination pour un prix d'éthique et de bien-être animal il y a quelques années pour l'idée d'offrir de manière modérée puis très rapide des tests génétiques pour justement éliminer des torts, dépister des maladies génétiques puis les éliminer des lignées pour les éleveurs de chats, de chiens, de chevaux, de plein d'espèces. Ça n'a tellement pas été utilisé par les éleveurs, le public cible, que ça a shut down parce que ça a fait une faillite financière, ça ne marchait pas. C'est terrible. Enfin, l'outil dont les animaux avaient de besoin pour leur bien puis l'amélioration des races, il a fermé parce que les gens ne les utilisaient pas, parce que les éleveurs ne les utilisaient pas. C'est terrible. C'est terrible, terrible. Il faut qu'ils envoient les tests aux États-Unis avec des délais et des coûts exorbitants. T'sais. Fait que là, c'est sûr qu'il y a moins de gens qui vont vouloir le faire parce que c'est des délais et des coûts exorbitants. Exactement. Ben, fait que, mais allez chercher les infos. On est allé comme vraiment... Il reste des choses à dire, des petits trucs sur les races, là, mais je pense qu'il y a vraiment un beau wrap-up de ça avec l'historique. Mon Dieu, tu as lu beaucoup sur la création des races. Moi, c'est ce que je comprends aujourd'hui. Mais ça m'a vraiment passionné parce que, tu sais, d'où ça vient, puis pourquoi, Caroline, il y a une différence entre le Chihuahua et le Saint-Bernard, là, aussi immense. Ben, c'est ça, je suis allé chercher de l'info. Maintenant, on le sait. Fait que merci, Francis. Puis, j'espère que les conseils qui ont été donnés là, pour ce qui est de le choix de race, c'est pas aussi facile que d'éviter un mauvais éducateur canin, je dirais. Mais quand même, ça donne des petites idées sur qu'est-ce qu'on devrait chercher et qu'est-ce qu'on devrait éviter là, en tant que, en gros guillemets, consommateur, là, quand on veut se procurer ou adopter un animal. Ouais. Puis, tu sais, sûrement, si dans l'écoute de ça, je suis comme un grand moralisateur, philosophe, là, si vous êtes senti attaqué parce que vous avez fait des choix qui contredisent les valeurs que j'ai partagées aujourd'hui, écoutez, vous ne saviez pas, hein, mon but, ce n'est pas de vous culpabiliser, c'est de
de donner de l'information que vous n'aviez pas auparavant pour vous permettre de faire de meilleurs choix dans le futur pour votre bien et pour le bien des animaux. Fait que vraiment, en aucun cas, je veux offusquer les gens. Si ça vous amène à la réflexion, j'ai réussi mon travail. Si je vous ai blessé, je m'excuse, c'était vraiment pas mon intention. Mais je veux que vous grandissiez là-dedans. Je veux que l'idée que j'ai faite, que j'ai semée dans votre esprit, elle germe puis elle se développe. Fait que pour vrai, prenez-le comme ça. Je pense que ça va être pris comme ça aussi. Yeah. On ne peut pas le savoir avant de le savoir. Ça, c'est dans mes phrases aussi très logiques. Plus que neige, plus que de la neige. C'est une vérité de la palisse, ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Yeah. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine fois. Bien sûr, à la prochaine fois, c'est sûr qu'on va se revoir. Si ça vous a fait réagir, faites-nous part de vos commentaires, de vos questions. Hein? Si vous avez besoin de conseils, ça va nous faire plaisir de vous aiguiller. Encore une fois, on n'offre pas de service. Hein? Vraiment, on est bien transparent là-dedans. On n'est pas vraiment biaisé. On n'a aucun intérêt à dire tout ce qu'on dit, à part vous éduquer pour le plaisir. Alors, vraiment, contactez-nous. Ça va nous faire vraiment plaisir. Puis partagez l'information si vous connaissez des gens qui devraient entendre ces belles paroles. Partagez-les. Oui. Fait que, on se dit bye-bye et à bientôt. OK, bye!